Studio Balado. Bonsoir, c'est Rokia Bamba pour Sororité, Conversations with My Sisters, le podcast au service de la parole sororale du studio Balado. Si vous êtes curieuse et curieux de faire la rencontre de deux belles personnes, je vous invite dans mon podcast Talk Show à découvrir deux femmes flamboyantes, deux femmes engagées dans la cité, deux femmes journalistes, mes sisters, Camille Diao et Jennifer Padjemi. Nous sommes en public au Quartz à Brest. Et quel public! Le public du festival Longueur d'onde! Depuis 20 ans, le festival de la radio et de l'écoute se déploie dans Brest, en Bretagne, pour multiplier les rencontres, orchestrer les découvertes, susciter l'émotion et créer la surprise. Merci au Quartz. Merci à Longueur d'onde et au public de nous accueillir et nous accompagner. Rokia Bamba, Sororité, Conversation with My Sisters. Bonsoir Camille Diao. Bonsoir Rokia. Bonsoir Jennifer Padjemi. Bonsoir Rokia. Ce soir, j'ai ce besoin intense de ne plus passer sous silence ce qui est impensé, car je ne suis pas dans la norme. J'ai envie de partager avec vous sur le fait que je suis animatrice de podcast. Je suis aussi DJ, beatmakeuse et créatrice sonore. J'aime les sons, les bruits. J'aime fouiller nos archives communes pour découvrir, plutôt déconstruire, les musées coloniaux. Je suis artiviste, animatrice radio, actrice, metteuse en scène. Je suis une full-time maman. Je ne suis pas dans la norme. Et j'ai ce besoin intense de ne plus passer sous silence ce qui est impensé. Car je suis une femme noire, belgo, ivoiro-malienne. Voilà donc ce qui répond aux questions qui je suis et d'où je viens. Et surtout, ce que j'avais vraiment envie de partager de moi avec vous. Je suis Rokia Bamba. C'est à vous. Je vais vous laisser vous introduire, vous exprimer sur vous, mais par vous. Qui commence? Moi, je m'appelle Camille Diao, j'ai 33 ans, je suis journaliste. Je commence par ça, puisque ça prend quand même pas mal de mon temps ces dernières années. Actuellement, je travaille pour une émission de télévision qui s'appelle C'est ce soir, qui est diffusée tous les soirs de semaine sur France 5 à 22h30, qui est une émission de débat que parfois j'anime, j'anime une fois par semaine, et sinon dans laquelle je suis chroniqueuse. À la base, avant de faire de la télé, je viens de la radio, ce qui explique aussi ma présence ici. Et j'ai travaillé pendant 6 ans chez Radio Nova, radio musicale. En fait, je suis arrivée à la radio par la musique, ce qui m'a toujours animée et passionnée depuis que je suis petite. Et puis j'ai fait mon petit chemin de ma passion pour la musique à la radio, au journalisme, et puis aujourd'hui à la télévision, un peu au gré des hasards et des opportunités. J'ai grandi principalement à Dijon. Ville de province où on fait de la moutarde, j'ai grandi dans une famille à moitié bretonne du côté de ma mère et à moitié sénégalaise du côté de mon père. Waouh. Merci. Donc, je suis pas très loin finalement ici à Brest, je suis pas très loin de là où est née ma grand-mère dans le Finistère. Les racines sont là. Voilà.
Bonsoir, donc je m'appelle Jennifer. Je suis plein de choses. Je suis déjà une femme noire. Je ne sais pas si j'ai envie de dire mon âge, parce que j'assume pas totalement. Mais bon, si, j'ai 35 ans. Je viens de les avoir, donc ça me fait un peu bizarre de le dire à voix haute comme ça. Je suis journaliste, autrice et critique. J'ai eu des podcasts, j'ai fait des podcasts. Et aujourd'hui, le lien que j'ai avec la radio, c'est une émission dans laquelle j'interviens de temps en temps sur France Culture. Les midis de culture, si ça vous intéresse, de temps en temps, je fais des critiques sur des choses, voilà, culturelles. Et j'ai grandi en région parisienne, en banlieue, dans le 94, mais pas que. Et aujourd'hui, après avoir fait une boucle parisienne intramuros, je suis revenue en banlieue, dans le 93 cette fois, si. Et puis, j'ai grandi dans une famille avec un père qui vient du Bénin et une mère qui vient du Togo. Voilà. On va justement rentrer dans l'enfance. Mais avant ça, je vais faire une citation de l'écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie, qui est extrait de Cher Ijeawele, un manifeste pour une éducation féministe. Je cite: « Être féministe, c'est comme être enceinte. Tu l'es ou tu ne l'es pas. » That's it. Question. Je vous laisse ça en suspens. Quand vous étiez petite, quels espaces aviez-vous pour faire ? C'est une vraie question. Quels espaces aviez-vous pour faire ? Je pense que ma mère, surtout, m'a toujours dit, depuis mon plus jeune âge, que je pouvais faire ce que je voulais. Et je pense que ça, c'est vraiment une chance que j'ai eue. Et je mesure, maintenant que j'ai atteint la trentaine, à quel point ça a eu un impact positif dans ma vie. Et donc, petite, j'avais envie d'essayer plein de choses. Je rêvais de faire du patinage artistique. Alors, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer ce sport, mais ils m'ont quand même amené au cours d'essai gratuit. J'ai eu envie de faire de la musique. Ils m'ont inscrit à des cours de musique. J'ai eu envie de faire de la danse classique et je suis allée faire de la danse classique. Globalement, toutes mes envies ont trouvé une réponse, surtout du côté de ma mère, qui a essayé de faire en sorte que tout ce que j'avais envie de faire, je puisse le faire. Quand j'avais 4-5 ans, j'avais un camarade à l'école qui savait déjà lire et ça m'a rendue très très jalouse. Et donc ma mère, elle m'a dit, tu sais quoi, je vais t'apprendre à lire. Et donc elle m'a appris à lire en maternelle. Et je pense que ça raconte beaucoup de ma mère, en fait. Rien n'était impossible et je pouvais avoir accès à tout. Et c'est vraiment très précieux. Quel bruit est-ce que tu entendais ? Quelle musique il y a au fond ? Alors, beaucoup de choses. Je commence du côté de ma mère, de la chanson française, du Jacques Brel, du Alain Souchon. Elle écoute aussi un peu de pop anglaise. Je me souviens d'après-midi où j'étais en maternelle, on dansait à fond sur les Cranberries. Donc c'était un peu tout cet univers-là. Du côté de mon père, grand mélomane, très amateur de jazz, donc c'était beaucoup de jazz, musique que du coup j'ai beaucoup détesté quand j'étais petite parce qu'il y en avait trop. Miles Davis, je pouvais pas. Je suis revenue plus tard. Moi aussi. Je suis revenue beaucoup plus tard. Moi aussi. Donc à la fois beaucoup de jazz, beaucoup de musique noire en fait, beaucoup de jazz, du Youssou N'Dour, des musiques africaines aussi. Et les bruits que tu entends ? Et les bruits, c'est plus difficile comme question. Je pense, comme mon petit frère aîné, au bruit que faisait mon petit frère, puisqu'il faisait pas mal de bruit. Voilà. Il pleurait pas mal.
Ouais, je sais pas, je pense à ça. Mais je pense que j'ai toujours été très sensible à la musique spécifiquement, peut-être plus qu'au bruit du quotidien. À ton tour. C'est une très très bonne question, parce qu'on attend la suite en fait. Sauf que c'est à nous de compléter. Voilà. Je pense que j'ai pas forcément attendu qu'on me laisse faire, mais que j'ai pris l'opportunité de faire comme je voulais. Et le fait d'être la dernière dans ma famille et d'avoir un frère et une sœur qui sont en plus jumeaux, mais on n'a pas beaucoup d'écart non plus, ça m'a aidé en fait à pas faire la même chose. C'est-à-dire que eux, c'était un peu la première tentative auprès de mes parents. Et on dit souvent que les parents deviennent plus cool avec l'âge. Et du coup, j'ai eu de la chance avec ça. Quand j'ai dit à mon père, notamment, qui nous a principalement élevés, que je voulais faire histoire de l'art au lycée, ok, pour faire quoi? Je veux être critique d'art, ok, bon. Je le suis pas vraiment, mais quand même un peu. Donc finalement, j'ai réussi à faire ce que je désirais. Et c'est vrai que ça m'a ouvert plein de choses auxquelles je m'attendais pas forcément à ressentir ou à vivre. Même si j'avais déjà un capital culturel avec des livres, avec un intérêt pour les arts, mais c'était pas forcément les arts qu'on va considérer de majeurs. Et donc j'ai pris cette place. Je pense que c'est la première chose qui me vient à l'esprit quand tu poses cette question. C'est de pas attendre qu'on nous laisse faire, mais c'est de prendre cette position soi-même. Quel bruit tu entends et quelle musique est dans le fond? Alors, j'ai eu une éducation musicale assez riche. Merci mon père. Merci le fait d'avoir aussi un grand frère, une grande sœur, une grande cousine qui restait beaucoup avec nous. Et donc, en fait, on n'avait pas le choix en fait, d'écouter ce qu'elle écoutait. Mais finalement, c'était quand même quelque chose de précieux, parce que mon premier concert, c'était Janet Jackson. Donc, il y a pire dans la vie. Et dans la musique... ça allait de la soul au jazz, en passant par le reggae, le hip-hop, même de la variété française, des sonorités aussi beaucoup africaines. Enfin, il y avait vraiment un mélange. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on nous demande qu'est-ce que vous écoutez comme musique, je dis vraiment de tout. Et c'est bizarre parce que c'est à la fois, c'est comme si on se cachait derrière... l'idée de pas vouloir s'affirmer ou imposer un genre, mais en fait c'est vrai, j'écoute vraiment de tout, et pour moi le plus important c'est d'aimer la musique, d'aimer ce que ça raconte, d'aimer une histoire en fait. Et aujourd'hui ça compte encore énormément dans ma vie. Oh, c'est beau. Je me retrouve dans vos témoignages. Alors dans cet espace, vous y faisiez quoi? Et à quoi vous réfléchissiez? Alors, à quoi je réfléchissais je vais encore une fois revenir à la musique, puisque ça a quand même occupé une très très grande place en grandissant. Qu'est-ce que je faisais dans cet espace? Je chantais. Je chantais et je dansais et je réfléchissais au jour où je serais sur scène et que je chanterais devant plein de gens. Ça a occupé pas mal de ma bande passante quand j'étais petite. Donc ouais, je pense j'ai chanté, j'ai dansé et je pense qu'il y avait ce truc où la musique était omniprésente et où du coup j'avais un rapport aussi très très corporel à tout ça, où j'avais besoin d'une certaine façon d'en faire et de l'exprimer, de m'exprimer à travers ça. Et je parlais tout à l'heure de la façon dont ma mère m'a appris à lire. J'ai aussi beaucoup lu quand j'étais petite. Ça s'est taré un peu à l'adolescence parce que on commence à s'occuper d'autres choses. Mais je pense qu'il y a eu énormément de lecture, un appétit assez boulimique de lecture qui même parfois n'avait pas trop de sens.
Je voulais lire les livres des adultes quand j'avais 8 ans, alors que je comprenais vraiment pas tout. Mais je consommais beaucoup de livres et je passais pas mal de temps à chanter sous la douche, devant mes parents, dans la rue. Voilà. Je t'imagine, en fait. Et toi? Alors la musique, mais beaucoup la télévision, même si on n'avait pas forcément le droit de la regarder tout le temps. Il y avait vraiment cette idée d'échappatoire avec la télévision, et finalement la musique est liée à la télévision parce que j'ai grandi dans les années 90 et 2000 où c'était l'époque des clips. Je trouve qu'il y en a de moins en moins, où en fait on pense moins à aller regarder des clips immédiatement, sauf si c'est un clip qui est devenu viral. Et c'est vrai que je passais beaucoup de temps avec mon frère et ma sœur à regarder des clips, des séries. KD2A, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et c'est vrai que ça a vraiment nourri mes désirs, mon intérêt pour la pop culture et pour ce que ça raconte en fait de plus que juste des images qui nous sont renvoyées, de ce que ça veut dire aussi de pas forcément se voir, de ce que ça veut dire de se projeter, de se poser des questions sur son identité, etc., etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très contente d'avoir pu expérimenter ça. Et les personnes qui ont grandi sans télé, même si dans les milieux élitistes, c'est vu comme quelque chose de bien, parce que voilà, il faut pas que les enfants la regardent trop, je pense que c'est un trésor et qu'il faut pas diaboliser tout. Alors, toute chose doit se faire de manière modérée, mais je suis très heureuse d'avoir pu vivre des moments, des souvenirs de collégiaux en famille et des moments qui aujourd'hui font la personne que je suis. Je rebondis parce que ce que tu dis fait vraiment écho au fait que moi, mes parents nous ont beaucoup interdit de regarder la télévision. On avait le droit de regarder les dessins animés, les minicums sur le service public uniquement. TF1, tout ça, c'était interdit. Et en fait, j'avais pas le câble, je pouvais pas regarder les chaînes de clips. Et j'ai l'impression d'être passée à côté d'un pan de toute la culture commune de ma génération. Qu'on parle de clips, de séries, j'ai toujours eu l'impression, ou même des grandes comédies françaises qui passaient le soir à 20h, j'ai l'impression d'être passée à côté de quelque chose et d'avoir toujours été en décalage avec les gens de mon âge puisque j'avais pas ces mêmes références. Et du coup, dès que j'étais invitée chez une copine à dormir, c'était le seul truc que je voulais faire, c'était allumer la télé. T'étais souvent invitée, alors. Mais alors attention, parce qu'il y avait la version chaîne hertzienne et après plus tard la TNT, et là les gens, une poignée de personnes qui avaient MTV, et là c'était un peu le summum de ce qu'on pouvait avoir de mieux, et moi j'avais pas forcément le câble, et donc quand j'allais chez des amis ou chez des cousins, cousines, je regardais MTV, mais c'était vraiment je pense qu'il y a un truc à faire sur MTV et sur l'héritage que ça a vraiment laissé à la culture populaire, aux cultures populaires. Et j'ai envie de terminer par Internet. Internet, ça a vraiment été le révélateur total de notre génération, de ce que ça a façonné en nous. Et j'adorais vraiment perdre des journées entières à aller sur Internet, à regarder des Tumblr, à me façonner une esthétique en ligne. Et c'est vrai que je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui sont la résultante d'une manière d'être en ligne il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et donc Internet, ça a été un gros sujet dans ma vie. Et je pense que ça m'a libérée. Nous allons creuser ça. Libérer de quoi? Ça libère parce que ça propose d'autres alternatives. En fait, c'est un monde qui s'ouvre de gens qui sont en France, de gens qui sont en Angleterre, aux États-Unis, enfin dans d'autres pays. Et je pense que Internet, avant que ça devienne n'importe quoi et que ce soit récupéré par tous les géants de la tech, pour nous maintenir dans quelque chose d'asservissant, il y avait vraiment l'idée de connecter en fait à l'ailleurs, à d'autres gens, et aussi à je pense découvrir ses propres goûts.
Parce que tant qu'on reste dans un cocon familial ou même dans une ville, ça ne nous permet pas forcément de savoir qu'on apprécie telle manière de s'habiller, telle manière de consommer, tel groupe. Et je pense que ça a vraiment été une source, en tout cas, d'ouverture à laquelle je ne m'attendais pas forcément, parce qu'on grandit dans des sociétés occidentales qui nous imposent de rester dans des cases selon d'où on vient. Donc, si on est une femme noire, une adolescente noire en banlieue, il faut consommer telle ou telle chose parce qu'on ne nous autorise pas, en fait, à voir ailleurs. Et donc, le fait d'avoir un modem qui nous dise bon, tu peux faire ce que tu veux pendant quelques temps, bah, c'est génial. Et après, on peut parler d'autres sujets, la sexualité, la mode, la musique, les films, etc. Enfin, c'est à l'infini. Tu rebondis? Ouais, ce que je rajouterais aussi, c'est cette possibilité dans les débuts d'Internet où tout d'un coup on a pu faire communauté avec, comme tu le disais, des gens qui étaient pas forcément dans notre ville, dans notre milieu social, autour d'intérêts communs. Moi, j'ai le souvenir, quand j'avais 14-15 ans, d'un forum, peut-être que le nom parlera à certains, qui s'appelait l'exode.com, sur lesquels il y avait plein de sous-thématiques. Et moi, c'est le moment où j'ai vraiment commencé à m'intéresser de manière assez intense du coup à l'actualité musicale, aux disques qui sortaient, à sortir un peu des références de mes parents pour me faire ma propre culture. Et sur ce site, l'Exode, il y avait des sous-forums par genre musicaux, et ça m'a vraiment permis de découvrir des choses que les gens autour de moi n'écoutaient pas, que ce soit ma famille, mes camarades de classe. Et pour la petite anecdote, quand je suis arrivée en 3e, j'ai réalisé que sur ce forum où j'étais très active et où on était un peu tous amis à distance alors qu'on n'avait pas les mêmes âges, enfin voilà, qu'on venait de mondes très différents et qu'on se retrouvait autour de ce dernier album, ce machin, j'ai réalisé qu'il y a une fille de ma classe à qui j'avais jamais parlé, Chloé, si elle m'écoute, qui était inscrite sur le même forum sous un pseudo, et qu'en fait ça faisait plusieurs semaines qu'on se parlait, qu'on échangeait des trucs, et qu'en fait on était assis dans la même classe, et du coup ça crée aussi des trucs dans la vraie vie. Et donc ouais, vraiment pour moi ce truc de communauté a été assez fort au début d'Internet. J'allais vous poser justement une question qui par rapport à la nourriture, qu'est-ce qui vous a nourri? Mais qu'est-ce qui vous a nourri? Je vois que c'est le modem, mais qui vous a nourri? Qui vous a nourri et comment? Moi, je pense que c'est beaucoup des amis, en fait. Dans un premier temps, mes parents, quand même, qui m'ont un peu, j'imagine comme toi, Jennifer, par rapport à ce que tu disais, mais qui m'ont donné des livres, qui m'ont donné des films, qui m'ont donné des disques et qui m'ont quand même nourri culturellement dès le plus jeune âge. Et puis arrivé à l'adolescence, c'est des rencontres amicales. Cette fameuse Chloé que j'évoquais, ça a été un vrai tournant, parce que quand on s'est rendu compte que chacune dans notre chambre, enfin pas dans notre chambre, mais c'était dans le salon à l'époque, l'ordinateur familial, mais on s'intéressait aux mêmes choses et qu'on était sur le même forum, on a commencé à traîner ensemble et à s'échanger des objets culturels, des idées, des conversations. On a commencé à se retrouver dans son garage pour essayer de faire de la musique ensemble. Et puis ensuite, quelques mois plus tard, moi c'est beaucoup des amis, en fait, des rencontres, et c'est vraiment ce tournant de la fin du collège, début du lycée, où tu commences à te reconnaître un peu les uns les autres, à dire on est un peu pareil, on a des choses à s'apprendre. Et ça a joué un rôle déterminant dans la façon dont je me suis nourrie à cet âge-là. C'est beaucoup passé par des relations interpersonnelles. J'ai envie de répondre les voyages, même si aujourd'hui, il y a tout un questionnement sur voyager moins mais mieux. Mais je pense que la première fois que je suis allée en Erasmus seule, et que du coup on se retrouve à 20 ans dans un autre pays où voilà, on devient adulte, en fait, par la force des choses. Je pense que ça a vraiment été le premier vecteur d'interculturalité, ou en tout cas une manière de voir le monde qui est moins franco-française. Et moi je me sens pas
forcément que française. Je me sens, j'aime bien dire que je suis internationale. Parce que parfois on va reprocher mais pourquoi à chaque fois vous prenez des exemples de tel pays anglo-saxon ou africain, etc. Parce que je suis tout ça et que justement ces premiers pas de voyage m'ont permis de comprendre que c'était possible et qu'on n'était pas obligé de se soumettre à l'idée de vivre que dans une contrée et de ne jamais en fait faire écho avec d'autres gens, avec d'autres pays. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de très générationnel dans cette manière de consommer la culture, mais aussi de voir comment les idées politiques se propagent d'une manière européenne, d'une manière internationale, des échos avec l'Afrique, etc., etc. Enfin, je pense que ça a vraiment été un vecteur d'évolution, de changement, de chamboulement, et donc le fait d'avoir pu vivre à l'étranger, ça m'a vraiment aidée. Et je pense que par rapport même à mes parents qui n'ont pas forcément eu cette occasion, je vivais la vie qu'ils n'ont pas pu avoir d'une certaine manière. Je te rejoins complètement là-dessus. Moi aussi, j'ai eu la chance de partir à l'étranger. Je suis partie 1 an aux États-Unis c'était ma 3e année d'études, donc j'avais 19 quand je suis partie, 20 quand je suis revenue. Et ça a été, je pense, l'année la plus fondatrice de ma vie, évidemment, où tu grandis énormément d'un seul coup. Et moi, justement, pour revenir à notre identité de femme noire, cette année, elle a été absolument déterminante. Une simple anecdote, mais c'est que, comme beaucoup de jeunes femmes noires, je me suis longtemps défrisé les cheveux à l'adolescence. Et quand je suis revenue des États-Unis, je suis revenue avec une afro. Et ça a été vraiment un tournant hyper important. Parce que je me suis retrouvée sur un campus où en fait toutes ces questions-là, elles étaient théorisées, où j'ai pu prendre des cours de sociologie, de la race, où il y avait vraiment une relation complètement différente à ces questions-là. Et ça a été hyper fondateur. Et également en termes de façon de réfléchir, je sortais du système scolaire français. Moi, j'ai toujours été une très bonne élève. C'était assez simple pour moi parce que j'étais très scolaire. Et tout d'un coup, j'arrive aux États-Unis dans un cours et là, on me dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Et là, mais j'ai frisé, en fait. C'était genre, quoi? On me demande mon avis. En fait, on me demande d'élaborer ma propre réflexion et pas de recracher ce que je savais très bien faire par cœur, des trucs qu'on m'a appris dans ce truc professoral extrêmement vertical qu'on a en France. Ça m'a complètement perturbée, mais je pense que ça a été salutaire. Merci en tout cas pour ce voyage parmi vos souvenirs d'enfance et surtout ce partage qui fait vraiment écho. Merci beaucoup. Vous écoutez Sororité, Conversations with My Sisters, un podcast de Rokia Bamba et du studio Balado. Merci au public chaleureux qui nous accompagne. On va écouter un premier extrait du podcast, celui de Jennifer Padjemi, « Réparer les violences ». On se l'écoute et on en parle après. Mais ça va, t'as hyper avancé, je m'en sors. Et par contre, faut pas que tu quittes tes Alors bonjour, moi je suis Clémentine Dupont-Avis et donc j'anime tous les lundis matins cet atelier avec Louise Olini. Les femmes qui viennent ici, elles en sont toutes à des moments différents du travail qu'elles font ici. Donc il y a des femmes qui vont venir pour la première fois. Là, on va leur proposer de se fabriquer un bijou. Et puis il y en a d'autres qui vont dessiner d'après leurs photos et parfois même de ne pas se représenter elles-mêmes, mais d'aller tout à fait au-delà et de faire des choses beaucoup plus symboliques dans ce qu'elles ont envie de raconter. Moi, j'accompagne chaque femme dans ce qu'elle est, dans son parcours, dans ce qu'elle a envie de me dire. Elles ne sont pas obligées de parler, mais souvent quand même, elles racontent. Il y a beaucoup de femmes qui ne souhaitent pas repartir avec leurs bijoux parce qu'elles ont peur qu'on leur vole ou parce qu'elles sont dans des situations compliquées.
Et donc moi, je suis la gardienne des bijoux. Ces bijoux, je les prends avec moi et ces dessins parce que ici, il n'y a pas beaucoup de place à la Maison des Femmes et je veux surtout pas, c'est extrêmement important, que ce qui est fait ici ne soit pas perdu. Ces bijoux ne m'appartiennent pas, ce sont les leurs et je leur rends quand elles le veulent. Ça, c'est le bonheur. Un bijou, souvent, peut être un gris-gris, ça peut être quelque chose qu'on garde, qui rassure. Un bijou aussi, ça se transmet. Et ici, en plus, elle se fabrique, ce bijou. Et moi, je pense que faire, et voir qu'on est capable de faire, quand dans sa vie, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, je pense que c'est un premier pas vers, en fait, je suis capable. Ah, c'est capital. C'est capital, vraiment. Et bon, je ne compte plus le nombre d'idées préconçues que j'ai dû balayer en travaillant à la Maison des Femmes. Et parmi celles-ci, j'avais une idée particulièrement très positive de l'art-thérapie. Ouais, sauf que en fait, l'expérience de mes patientes, c'est exactement le contraire, quoi. Voilà, c'est des ateliers qui sont plébiscités. Parce que c'est une autre façon d'exprimer. Certaines ne peuvent plus exprimer verbalement parce que ça fait trop longtemps que dans leur vie qu'on leur a dit « tais-toi ». Il y a une blague de collège qui dit ça. On me l'a dit tellement souvent que j'ai cru que je m'appelais « tais-toi ». Et bien c'est ça. À travers ça, le dessin, la fabrication de bijoux, elles arrivent à exprimer des trucs. Le plaisir et le loisir d'avoir un corps au travers de la danse, par exemple. Trouver le chemin de l'émotion jusqu'au verbe, au travers du théâtre. Et puis, au travers d'une méthode proche du karaté, elles peuvent apprendre à faire quelque chose avec cette agressivité. Donc, il est bon qu'on rappelle qu'elle est légitime. Quand on est outragé, c'est normal d'être en colère. Sauf que si ça ne sort pas, et c'est une expression que j'emploie souvent, c'est comme les termites dans la maison. On voit rien, on voit rien, on voit rien, puis un jour, on gèle l'intérieur. Mais c'est la même chose. Et ça, c'est un truc que moi, j'obtiens pas. Mais qu'elles, dans les ateliers, les obtiennent. Ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est un grand moment de liberté. Réparer les violences, c'était l'épisode numéro 3. Fuis, sauve ta peau. C'est extrait donc de Une question de survie. C'est une immersion à la Maison des Femmes de Saint-Denis. C'est un podcast que tu as toi-même écrit. Je suis très émue et je voulais te demander, mais pourquoi ? Je vois le sens, mais je veux, voilà, juste que tu me dises pourquoi. On m'a proposé de le faire avec ma vision, et donc tout de suite, je savais en fait qu'on allait très peu m'entendre. J'avais envie de m'effacer et de vraiment laisser la place aux personnes qui font la Maison des Femmes, mais aussi aux femmes qui sont dans cette maison, qui arrivent pour des violences sexuelles, des violences conjugales, des situations très très difficiles. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir rentrer en immersion et de comprendre comment ça se passe de manière holistique. Donc là, vous avez entendu une bénévole et un médecin, mais on entend aussi des femmes dans d'autres épisodes. Et c'est important de voir comment ça se passe une fois qu'on est pris en charge dans un lieu qui est dédié pour ça. Et moi-même, j'ai dû ôter certaines visions des choses, parce que quand on a une approche du féminisme sociologique ou politique, on arrive en fait avec plein d'idées préconçues. Et là, j'étais obligée d'enlever tout ça, parce qu'on se retrouve face à des personnes qui sont pas en train de citer telle autrice de je sais pas quelle année ou tel concept sociologique. En fait, elles sont dans le dur et elles ont besoin qu'on les aide tout de suite. Et c'était important en fait de pouvoir recueillir cette parole, de pouvoir comprendre aussi. Et la deuxième partie de l'extrait, quand il dit qu'il ne croyait pas à l'art-thérapie, c'est aussi ce que moi je pensais.
C'est que j'avais peur que cette séquence de bijoux ce soit un peu trop essentialisant sur le côté les femmes qui font des bijoux pour aller mieux. Et en fait, pas du tout. J'ai compris, j'ai vu que c'était essentiel parce que c'était un moment de recueillement, c'était un moment d'oubli. C'est aussi un moment qu'on leur permettait de faire en dehors d'un endroit clos où elles étaient violentées. Et donc c'est un podcast qui m'a pas mal chamboulé, surtout qu'il a duré plus longtemps que prévu. Donc on est resté quand même 9 mois, presque un an, en immersion à parler à beaucoup de monde. Et c'est essentiel de recueillir la parole aussi de professionnels de la santé qui sont dans quelque chose de très pratique et de pas que intellectualiser les choses et de comprendre globalement, de manière systémique, comment ça se passe. C'est important, mais je pense que c'est important aussi d'être dans le concret parfois et de comprendre réellement qu'est-ce que ça fait, comment ça se fait et quelles sont les solutions pour aller ailleurs. Et voilà. Et donc après avoir fait des podcasts où j'étais plus au centre, en tout cas j'étais plus dans une parole appuyée, je trouve que c'était important de pouvoir proposer ça et quelque chose aussi de très imagé, de très on arrive en fait à se sentir sur place, même si on n'y est pas. Tu as réussi, oui. Merci. En réaction, je voudrais, si tu le veux bien, en ayant écouté un extrait de ce podcast, qu'est-ce que tu as envie de dire à ta sœur, justement, par rapport à ce petit extrait? Il y a cet extrait, mais ça me parle beaucoup, en fait, ce que tu dis sur le fait de se mettre en retrait pour évidemment laisser entendre la parole des premières concernées. Et sur ce côté, en fait, c'est plus des questions que j'ai envie de te poser, mais ce truc d'arriver avec plein d'idées sur les choses et de réussir à s'en départir. Je pense que moi, dans mon travail de journaliste, c'est une difficulté à laquelle je me suis déjà confrontée aussi. Et est-ce que ça, c'est un processus qui s'est fait petit à petit, c'est-à-dire qu'une fois sur place, tu as dû finalement te déconstruire face à la réalité concrète de ce que tu étais en train d'enregistrer et de ce que tu observais, ou est-ce que c'est finalement quelque chose dont tu avais conscience avant d'arriver? Enfin, je sais pas si c'est très clair ma question, mais... Très. Oui, c'est très clair et je pense que dans notre métier de journaliste, c'est une question qui revient souvent à la charge, notamment quand on a une parole engagée ou en tout cas un engagement dans les choses où on n'est pas neutre. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas neutre. J'ai des idées politiques et je pense que c'est important d'œuvrer dans le sens du meilleur, en tout cas, enfin que la société aille mieux. Mais on peut être objectif, en tout cas, dans l'idée où on n'est pas forcément là pour se positionner absolument. Et je sais que le premier jour de l'enregistrement, ça s'était un peu mal passé. Parce que tout de suite, j'ai parlé de plein de questions globales. Et il y a eu un peu une réaction d'étonnement et les personnes en face se sont un peu braquées, alors que moi j'avais besoin justement qu'elles se sentent à l'aise. Et donc très vite, j'ai dû changer de manière de faire et de dire bon, moi je viens, je connais, en fait, moi aussi je suis en immersion, comme les personnes qui vont écouter. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Là, on parle de podcast, mais même pour un travail d'écriture, j'ai dû aussi le faire en interviewant des personnes et d'essayer de pas juger. En fait, c'est hyper important de pas juger. Je pense que c'est plus ça le terme. C'est pas forcément qu'on n'a pas d'opinion, mais c'est de ne pas porter un jugement sur une manière de faire ou se dire qu'on l'aurait fait autrement, parce qu'en fait, ça fonctionne dans tous les cas. Mais l'autre question que je me pose, et qui est vraiment liée, il y a la posture du coup que tu adoptes quand tu es en train de faire ton tournage, et enfin tu peux parler du coup de ce podcast là, mais tu as fait aussi d'autres projets, et ensuite il y a
à la radio ou dans le podcast, il y a le processus de montage. Et je trouve que ce truc de déconstruction aussi de ces idées préconçues, c'est un truc qu'on doit avoir en tête quand on déroche et quand on monte, parce qu'on a et pareil, c'est un truc que j'ai déjà vécu, on a cette tentation d'essayer de faire en sorte que la matière qu'on a enregistrée, elle colle à notre vision des choses et à notre interprétation. Et en fait, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé en montant des interviews de me dire « Ah, mais en fait, je crois que je suis un peu en montant, en découpant, en recollant, je suis un peu en train de trahir la pensée ou la parole de la personne parce que je veux absolument la faire coller à l'idée que moi j'ai de ce qu'elle devrait dire. Et enfin voilà, je sais que je me suis déjà auto-censurée et que c'est un truc qui est pas simple à faire aussi. Bref, c'était juste une remarque que cette déconstruction, elle est aussi dans comment tu montes et comment tu crées ton récit derrière. Et le travail du réalisateur, donc qui est Théo Boulanger, est essentiel, qui a aussi fait la musique, et il y a vraiment cette émotion qui ressort parce qu'il a réussi en fait à comprendre les moments les plus forts, même sans être présent à chaque fois. Après, moi, je vois beaucoup la radio. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui seront pas du tout d'accord, mais en tout cas, le documentaire audio comme une forme de scénario qui est pas écrit qu'à l'avance. C'est-à-dire que même dans un scénario, on peut avoir une idée des personnages, mais il se passe des choses parfois dans l'écriture, dans le processus, des surprises qui fait qu'on change de bord, de trajectoire au fur et à mesure. Et je trouve que dans ce type de contenu, il y a vraiment l'idée de se laisser surprendre, même si on a quand même en tête des personnages forts qui reviennent et qui sont là pour apporter des reliefs, mais qui nous laissent en fait la surprise au fur et à mesure. Qu'est-ce que le podcast vous permet de faire? Moi qui ai fait de la radio au sens plus traditionnel du terme pendant 6 ans au début de ma carrière de journaliste, je pense que le podcast offre une liberté formelle qu'on n'a pas en radio, puisque forcément, c'est un peu une platitude de dire ça, mais en radio, on est contraint à tenir dans 1 heure, à avoir ce truc aussi souvent assez rythmé, parce que les personnes qui t'écoutent, notamment, moi j'ai un peu travaillé en matinale, parce que c'est leur petite horloge qui rythme leur rituel de préparation le matin, donc c'est très, très découpé, très codifié, et quand on arrive dans le podcast, on se rend compte que finalement, on fait ce qu'on veut, on l'étire autant qu'on le souhaite, et cette recherche formelle, elle est intéressante, et je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais j'ai fait un podcast qui s'appelle Banana Kush, et dans lequel on va écouter un extrait. Au départ, quand j'ai commencé à le faire, je le faisais avec Christophe Payet, qui est quelque part dans le public. Et en fait, on vient tous les deux de la radio et on pensait ça comme une émission de radio. Et donc, vraiment, c'était comme les premiers épisodes, c'est comme des shows de radio. Et c'est un jour, on a parlé de ce podcast avec Lorraine Bastide, qui est une productrice de podcasts féministes, et qui nous a fait la réflexion. Elle nous a dit, en fait, votre podcast, on doit pouvoir l'écouter dans 2 ou 3 ans, et ça doit toujours être aussi pertinent. Et donc, départissez-vous en fait de vos réflexes de radio en flux et faites en sorte que ce soit plus libre et plus intemporel. Donc, je pense que ça, c'est un aspect très important. Et l'autre aspect, c'est la question des thématiques. Et ça a été la force du podcast quand il a émergé en France, de pouvoir parler d'autres choses, tendre le micro à d'autres voix qui n'arrivaient pas à trouver sa place dans les médias traditionnels. Et dans le cas de Banana Kush, on parlait de cannabis, et clairement, on a essayé de le faire à la radio, mais ça n'a pas tenu très longtemps. Je te demande pas pourquoi. C'est BD, sinon. On va écouter, justement. Tu me donnes envie. Le deuxième extrait du podcast, donc celui de Camille Diao. Et donc, c'est Banana Kush, numéro 5, avec Lio. Vive la Belgique. Bonjour Léo. Bonjour Camille. Et merci d'avoir accepté cette invitation dans Banana Kush. On commence toujours par une question traditionnelle. Quelle fumeuse êtes-vous ? Une fumeuse quotidienne.
Je fume de l'herbe, pas forcément avec du THC, parfois du CBD aussi. Mais j'adore, parce que j'adore l'odeur. Et j'adore à quoi je l'associe, qui est vraiment le moment où c'est fini, où je reviens à moi et où j'en ai terminé avec toutes les luttes incessantes qui sont rudes. Alors depuis combien de temps, quand est-ce que ça a commencé ? Pas tôt, en revanche, à mes 24 ans. Et c'était très épisodique au début. Disons que je suis devenue une fumeuse réelle en début des années 90, donc j'avais 30 ans. Moi qui suis venue ici, qui ai commencé à chanter à 16 ans, qui avait autour de moi des gens qui prenaient de la coke, qui faisaient des choses pas possibles au palace et tout, je n'ai jamais fait rien de ça et j'ai pas fumé avant mes 24 ans. Je suis sage comme une image, sage comme une image. Voyez ? Qu'est-ce qu'il explique ? Je sais pas. Je pense que l'attrait de l'interdit a aussi quelque chose de très très fort. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier pétard ? Je me souviens tout à fait du premier pétard, qui d'ailleurs n'était pas un pétard, qui était une petite boulette de shit plantée dans une aiguille sous un verre. Et c'était des Californiens qui travaillaient avec Alain Chamfort, désolé, je te balance Alain. Ryan, il s'appelait. Ryan est venu faire l'ingé son sur Amour toujours, mon deuxième album. Et un jour, il reçoit une enveloppe, il était aux anges. Et dans cette enveloppe, il y avait 2 shit. Tout le monde avait l'air très heureux. Moi, je n'avais jamais fumé de ma vie. Et franchement, j'ai pas du tout aimé. Ça m'a fait beaucoup tousser. J'ai pas aimé. Et après, quand j'ai été passer des vacances où il y avait des tas de gens, il y avait Nicolas Perrac, il y avait Alain, il y avait moi, et il y avait la cuisinière de Coluche, connue pour ses pace cakes. Incroyable, elle faisait des gâteaux magnifiques au chocolat et à chiche, les space cakes les plus dingues. Et j'ai eu les plus belles crises de rire que j'ai eues de ma vie. Et là, je me suis dit, non, franchement, c'est pour moi ça. Voilà. J'adore. Et donc, voilà, Banana Kush, c'était l'émission numéro 5 que tu réalises avec Christophe Payet. Qui est où, Christophe ? Où es-tu ? Ah, voilà, tu es là. Et donc, vous y abordez le cannabis. Dis ce que tu fais. Alors, je précise que Christophe et moi, donc on était journalistes, et la réalisatrice, c'était Charlène Nouyoux, à qui on doit vraiment tous les petits extraits hyper pop qu'elle met pour illustrer. C'est vraiment le travail de Charlène, donc je lui rends ça parce que elle a vraiment beaucoup contribué à l'identité sonore du podcast, et c'était un truc hyper important pour nous qu'on s'amuse en écoutant ce podcast. Donc l'idée, on l'a eu quand on travaillait encore à Radio Nova avec Christophe, et donc c'était en 2018, je pense, qu'on lance le podcast. Les choses ont pas mal évolué depuis, mais à l'époque, on s'est dit il y a un vrai sujet autour du cannabis, parce que la France est le pays le plus consommateur de cannabis en Europe, et en même temps, quand on entend parler dans les médias, c'est toujours sous l'angle du trafic, de la police, voilà. Et alors qu'il y a un vrai sujet sociétal en fait. Je crois qu'il y a 5 millions de consommateurs de cannabis réguliers ou moins réguliers en France. Et en fait, on parle jamais de pourquoi les gens en consomment, comment ils en consomment, quels risques ça pose, quels bénéfices ça peut avoir dans certains cas. Et on se disait voilà, il y a une conversation à ouvrir. Et donc là, c'est un exemple de podcast où on interviewe une personnalité, Lio, et donc on a reçu pas mal de personnalités qui nous ont raconté leur rapport au cannabis, et par ailleurs qui n'étaient pas toujours des fumeurs ou des fumeuses. On a aussi reçu des gens qui avaient fumé dans leur jeunesse, qui en consommaient plus du tout aujourd'hui, mais qui avaient quelque chose à raconter sur le sujet. Et puis on avait un autre format d'épisode où c'était plus des épisodes thématiques, où on recueillait des témoignages. Par exemple, on a fait un épisode sur la consommation des seniors, sur la consommation des femmes, sur l'autoculture à la maison. Enfin voilà. Et là, on recueillait pas mal de témoignages. Et après, on allait voir des spécialistes, des sociologues, des médecins. On a aussi fait un truc sur la consommation des ados et les problèmes de santé publique que ça pose. Sur la prohibition, l'histoire de la prohibition des drogues en France, et le lien aussi à l'histoire coloniale de la France et à la volonté de contrôle des populations racisées. Bref, donc ça, c'était des
des épisodes plus thématiques et on avait en alternance ces rencontres avec des personnalités. Ça a duré 3 ans. Et en fait, quand on a commencé le podcast, je pense qu'avec Christophe, on pensait qu'on en ferait une collection de 5 peut-être. Et en fait, plus on a sorti les épisodes et plus on avait des retours et plus on se rendait compte que c'était un sujet inépuisable. Et bon, on a arrêté au bout de 3 ans parce qu'on n'avait plus trop le temps, mais on a dû en faire 35 ou 36 d'épisodes et il y a encore 1000 thématiques à explorer. On va tout doucement clore l'enregistrement du podcast. Oui, j'ai envie que vous puissiez me donner chacune votre définition de qu'est-ce que la sororité pour vous, Jennifer. C'est une question très 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 vaste parce que il y a le mot qui a été récupéré et dévoyé, qui pour moi ne veut pas souvent dire grand-chose à part un prétexte pour défendre des femmes qui ont fait du mal. Et après, il y a le terme un peu plus spirituel, on va dire, qui est à la fois j'ai une sœur, littéralement j'ai une sœur, donc on peut vivre la sororité de cette manière, mais après il y a tous ces moments d'entraide, de connexion, de reconnaissance, d'amitié, de plein de choses en fait qui sont liées à la sororité et à la manière dont on peut se guérir en fait, la manière dont on peut évoluer, on peut trouver une forme de paix en se regardant en fait vers autrui. Et je pense que la sororité, ça peut être une définition politique si on la considère comme telle et si on arrête en fait de la réduire à un mot capitaliste qui servirait qu'aux puissantes. Tout ce qu'a dit Jennifer est très juste. Je rajouterais que je pense que la sororité, d'un point de vue politique, comme tu le dis, commence aussi par la déconstruction de cette rivalité entre toutes les femmes à laquelle on nous a bassinées depuis qu'on est toute petite, comme si on pouvait pas réussir ensemble, c'était l'une ou l'autre. Et pour mettre en place une sororité, déjà, il faut réussir à comprendre qu'on n'est pas les unes contre les autres, qu'on n'est pas en compétition, mais qu'on peut être vraiment ensemble et, comme le disait Jennifer, s'entraider et se créer des espaces féminins où on peut échanger et partager ensemble sur l'expérience d'être une femme dans cette société qui rend pas toujours les choses faciles pour les femmes. Et en fait, créer ces espaces-là et pouvoir échanger et s'entraider, comme le disait Jennifer, ça permet de guérir un peu et d'être plus forte pour avancer et de prendre conscience en fait de cette réalité de l'être féminin. Merci à vous deux. Merci Camille Diao et Jennifer Padjemi d'avoir accepté mon invitation. C'était Sororité Conversations avec mes sisters Camille Diao et Jennifer Padjemi. Ce podcast a été enregistré en public au Quartz à Brest dans le cadre de la 20e édition de Longueur d'onde le vendredi 9 février 2024. Équipe de production Studio Balado, Géraldine Yonkers, Michel-Ange Vinti, David Federman, Julien Barbier et Patrick Krause. Merci à toute l'équipe de Longueur d'onde et à toute l'équipe technique pour la prise de son, parce que je suis fan des câbles. Sororité Conversation with My Sisters est une production du Studio Balado. Vous pouvez visiter notre site www.studiobalado.com. Merci au public présent et merci pour votre écoute. À bientôt.